Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion des ministres des Affaires religieuses en soutien au peuple palestinien. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Afrique du Sud veut une force onusienne pour protéger les civils à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui dans son cabinet la délégation de l'État régional Afar, conduite par M. Ahmed Hussein, dit Qassa Kabir, qui rend de vice-président de l'État régional Afar, accompagné de M. Ahmed Abdelkader Mohamed, ministre régional de la Culture et du Tourisme, et de M. Ahmed Mohamed Bedraita, ministre régional des Finances, de M. Osman Mohamed Kandé, directeur général de l'Académie de la Culture et de la langue Afar, de M. Mohamed Ahmed Al-Qani, directeur de l'Institut de recherche sur la culture et de l'histoire de l'Université de Samara. Le Premier ministre était accompagné de son secrétaire général, M. Naguib Mohamed Kamil, de son chef de cabinet, Alessila Abdallah, et du conseiller technique, Dr Cheikh Ouatta, ainsi que du parlementaire honorable Ali Mohamed Hassan. La mission de travail va séjourner à Djibouti jusqu'au 4 novembre prochain. Le chef de la délégation, Ahmed Hussein, a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux et a transmis les salutations chaleureuses du président de l'État régional Afar, Hadji Awal Arba, à l'adresse de son Excellence, le président de la République, son Excellence Ismaël Maguili, président de la République et chef du gouvernement, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple de Djibouti. Il a présenté l'objet de sa mission qui fait suite à la pose de pierre de l'Académie axée sur la culture, l'histoire et la langue afar. Eh bien, cette pose de pierre effectuée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, à Samara le 11 avril 2015, de l'Académie dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire de la transcription de la langue afar qui fut célébrée en tant que République de Djibouti, rappelons-le, qu'en Éthiopie, dans l'État régional afar. La délégation a expliqué que cette académie ne peut se construire sans la participation effective de la République de Djibouti, qui s'est d'ailleurs engagée à investir dans le développement de cette importante institution à portée régionale, regroupant des intellectuels, des scientifiques, des écrivains ainsi que des historiens et hommes de culture dont la participation est très attendue. La délégation a expliqué que dans le développement de plusieurs initiatives culturelles et linguistiques, la République de Djibouti a joué un rôle de pionnier qui, dans cette perspective, cette mission est venue la remercier et le féliciter pour tous ses engagements fructueux de la grande envergure. De son côté, le Premier ministre a souhaité la bienvenue chaleureusement à Djibouti, à cette importante délégation qu'il est heureux d'accueillir, autant de plus qu'elle est venue pour une mission qui tient à cœur au président de la République, son Excellence Ismaël Maguili, parce qu'elle porte sur la culture et la langue que nous avons en partage entre le pays de la région et de la Corne d'Afrique. Il a exprimé la disponibilité des Djibouti pour travailler dans le développement de l'Académie. Il a souhaité une mission fructueuse à la délégation en soulignant la disponibilité des départements et l'appui de la réussite de son travail. En plus des services et de la primature, la délégation va rencontrer et travailler avec la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, et ses collaborateurs avec les responsables du CERD, de l'Université de Djibouti, qui dispose des accords de coopération avec l'Université de Samara. Il a encore une fois souhaité la bienvenue et un bon séjour à Djibouti à cette importante délégation. Eh bien, le chef de la délégation de la région Afar de l'Éthiopie, M. Ahmed Hussein Di Qassa Kabir, a remercié le Premier ministre pour son accueil et sa disponibilité. Il a affirmé que le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, avait participé à la pose de la première pierre en 2015. Une cérémonie qui s'est tenue à l'époque à l'occasion du 40e anniversaire de la transcription de la langue afar, dont les premiers livres sont apparus à Djibouti grâce à la contribution de deux pionniers, Dimis et Redo. Il a affirmé qu'il était mandaté par le président de la région Afar de l'Éthiopie, Hadji Awal Arba, soulignant que la République de Djibouti sera un pilier important pour la concrétisation effective de l'Académie Afar basée à Samara. Djibouti a déjà promis son soutien et investi dans le développement de cette institution avec pour mission la promotion de la langue et la culture afar. Il a enfin précisé que cette institution permettra de renforcer et consolider davantage les relations de coopération entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie.
Eh bien, de son côté, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a souhaité la bienvenue chaleureusement à Djibouti à cette importante délégation mandatée par le président de la région Afar de l'Éthiopie, Haja Awal Arba, et conduite par M. Ahmed Hussein dit Assa Kabir, qu'il est heureux d'accueillir autant qu'il est venu, rappelons-le, pour une mission qui tient à cœur au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, parce qu'elle porte sur la culture et la langue que nous avons en partage entre les pays de la région de la Corne d'Afrique. Le Premier ministre a exprimé la disponibilité de Djibouti pour travailler dans le développement de l'Académie. Il a souhaité une mission fructueuse à la délégation en soulignant la disponibilité des départements à appuyer dans la réussite de son travail. Autre actualité dans ce 22 heures, je vous le dis dans le titre, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, a participé à une réunion internationale en visioconférence organisée par la présidence turque des affaires religieuses en solidarité avec le peuple palestinien. Plus de 200 chefs religieux musulmans et hauts responsables de 92 pays ont pris part à cet événement pour exprimer leur soutien à la population de Gaza qui fait face à une tragédie génocidaire perpétrée par l'armée israélienne. Dans la déclaration finale lue par le président des affaires religieuses turques, il a été souligné que les attaques d'Israël contre Gaza, qui n'ont aucun fondement moral ou juridique, se poursuivent sans interruption, entraînant la brutale perte des milliers de vies innocents, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, sous le regard insouciant de la communauté internationale. Face à l'obstination de l'ennemi sioniste, il a été mis en avant que les organisations internationales telles que les Nations Unies et l'Organisation de la coopération islamique devraient agir le plus rapidement possible pour mettre fin au génocide israélien à Gaza. Il est impératif de dépêcher des forces de maintien de la paix dans la région sans délai pour protéger la population civile. Il est également nécessaire de lever le blocus entre Gaza, de fournir des produits de base tels que l'électricité et l'eau ainsi que l'aide humanitaire et d'assurer le transfert des blessés vers les hôpitaux des pays voisins. L'extrême cruauté de cette situation qui heurte profondément la conscience humaine devrait inciter les gouvernements qui soutiennent Israël à réévaluer leur position et à prendre des mesures décisives. Dans son discours, le ministre Mohamed Hassan Barre a exprimé sa reconnaissance envers le docteur Ali Erbash, président des affaires religieuses turques, pour avoir pris l'initiative bienveillante d'organiser cette réunion en ligne. Il a affirmé que la position indéfectible de la République de Djibouti face à l'invasion militaire israélienne qui a entraîné la mort des milliers de civils, y compris des femmes et des enfants. Il a rappelé l'engagement continu de Djibouti envers l'État de Palestine conformément à la politique définie par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, en ce qui concerne la question palestinienne. En réponse à l'ampleur de la situation, des comptes bancaires ont été ouverts dans les banques locales pour recueillir des dons en faveur de la population de Gaza, a-t-il affirmé le ministre. Le ministre a ensuite exprimé la profonde préoccupation de la République de Djibouti quant à l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que les violations continues des droits du peuple palestinien et de ses lieux saints, notamment les fréquentées incursions dans la mosquée Al-Qas'a. Dans ce contexte, Djibouti, a-t-il dit le ministre, insiste sur la nécessité d'une action immédiate de la communauté internationale pour contraindre Israël à mettre fin au massacre en cours contre les civils et à cesser la destruction des hôpitaux, des mosquées, des églises, des écoles, en violation flagrante au droit international. Djibouti a vivement condamné le bombardement de l'hôpital Al-Madani à Gaza et le massacre perpétré par les forces israéliennes. Le ministre a conclu en affirmant que la paix durable au Moyen-Orient ne pouvait être réalisée qu'en cherchant une solution équitable à la question palestinienne, garantissant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution à deux États et aux résolutions internationales. Eh bien, face aux bombardements qui ont fait plus de 8000 morts à Gaza, le ministère des Affaires étrangères sud-africain déplore le bilan humain de ces conflits et donne l'exemple des Palestiniens résidant en Afrique du Sud qui ont perdu plusieurs membres de leur famille dans les bombardements. Il y a quelques jours, le président Cyril Ramaphosa a proposé sa médiation pour mettre fin au conflit. Le gouvernement a également confirmé avoir eu un entretien téléphonique avec le chef du Hamas concernant l'acheminement de l'aide humanitaire, même si que l'Afrique du Sud
est le premier partenaire commercial africain d'Israël. Les deux pays ont des relations diplomatiques compliquées. Il n'y a par exemple plus d'ambassadeur sud-africain à Tel Aviv depuis 2018. Eh bien, retour à Djibouti, où Djibouti exprime son souhait de voir une force de l'ONU chargée de protéger les civils à Gaza se mettre en place. La République du Djibouti condamne fermement la poursuite de la tragédie qui touche la population civile à Gaza. Et l'on appelle à la communauté internationale pour mettre fin à l'indifférence insoutenable et à l'horreur qui a atteint son paroxysme en termes de souffrance humaine. Notre pays rejette l'idée que l'ordre international puisse s'effondrer en raison de l'impuissance actuelle des nations face à cette tragédie. Djibouti espère que la raison et l'humanisme prévaudront sur les objectifs de domination qui sont soutenus par des alliances stratégiques préjudiciables. La République de Djibouti soutient l'initiative de l'Afrique du Sud visant à mettre en place une force de l'ONU chargée de protéger les civils à Gaza et de rétablir la légalité internationale. La vie humaine et la dignité doivent prévaloir sur toutes les autres considérations. Et c'est dans ce cadre de la solidarité palestinienne et suite à la réunion de concertation à la primature déjà, certaines banques ont ouvert des comptes pour participer à la solidarité avec le peuple palestinien depuis hier. En ce moment critique, la solidarité envers nos frères et sœurs en Palestine est plus cruciale que jamais. Face à la situation humanitaire préoccupante qui prévaut à Gaza, nous annonçons avec profonde préoccupation que l'ouverture des premiers comptes bancaires dédiés à soutenir le peuple palestinien ont été faits. Le Saba Bank est fier d'annoncer la création du compte numéro 11 58 93 67, spécifiquement destiné à collecter des fonds pour aider nos compatriotes palestiniens à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés quasi quotidiennement. De même, la Banque de dépôt de crédit de Djibouti est déterminée à apporter son soutien. Cette noble cause en mettant en place un compte pour recueillir ces contributions. Ainsi, Dimoné aussi participe à l'élan de solidarité en mettant en place un compte, tout comme Wafi qui a annoncé l'ouverture du compte intitulé Solidarité Palestine. Les fonds collectés seront utilisés pour fournir une aide vitale, notamment des soins médicaux, des denrées alimentaires, de l'eau potable, des abris et un soutien éducatif aux communautés touchées en Palestine. Il est temps de montrer notre solidarité envers nos frères, sœurs palestiniens qui traversent des moments extrêmement difficiles. Nous vous encourageons à faire des dons généreux et à partager cette initiative avec vos proches, collègues et amis, bien sûr. La solidarité transcende des frontières et les différences. En soutenant cette initiative, nous ouvrons pour un monde plus équitable et pacifique. Et entre-temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier une réunion d'urgence à la demande des Émirats arabes unis qui souhaitent une solution contraignante exigeant Israël qu'il accepte une pause humanitaire dans les combats. Cette demande fait suite à une résolution non contraignante adoptée par les 120 États membres lors de l'Assemblée générale de l'ONU le 27 octobre dernier, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution juridiquement non contraignante appelant à une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Elle a été présentée par la Jordanie au nom du groupe arabe. Elle a été condamnée également tous les actes de violence contre les Israéliens et les Palestiniens. Il y a eu 120 votes lors de l'ONU pour 114 contre 45 abstentions. La résolution n'est pas juridiquement contraignante, mais elle est en poids politique. L'Union européenne a appelé à la mise en place de couloirs humanitaires et des pauses dans les bombardements israéliens afin de pouvoir répondre aux besoins des populations civiles à Gaza. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est toujours dans la continuité des ateliers axés sur le dialogue avec la jeunesse, dans le cadre des préparatifs de la journée africaine de la jeunesse, avec le choix du thème jeune emploi, quelles compétences pour quel métier. Le troisième atelier s'est tourné sur l'avenir culturel et artistique à Djibouti, notamment avec la présence des panélistes spécialisés dans le domaine de la culture, de l'art, en explorant le thème des industriels culturels et créatifs. Les participants ont été informés des opportunités offertes par les nouvelles formes de travail sur Internet, surtout dans le domaine
artistiques et culturels. Les panélistes ont partagé leur expérience en tant qu'entrepreneurs indépendants et ont souligné le rôle moteur que joue la créativité et la passion artistique dans les industries culturelles et créatives pour promouvoir la culture djiboutienne avec notre identité en tant que djiboutiens ou djiboutiennes. L'événement a primé à travers les échanges fructueux, discussions, interrogations qui ont eu lieu entre les panélistes et les jeunes, discuter des défis communs, délibérer sur les solutions possibles et identifier notamment un booster, la morale et les moyens de booster la morale et de stimuler la motivation des jeunes et à se prendre en charge en créant et en innovant notamment dans le secteur culturel. L'événement a débuté avec un atelier majeur intitulé Dynamique entrepreneuriale, création d'emplois dans les industries culturelles et créatives, offrant aux jeunes djiboutiens l'opportunité unique de découvrir les réussites inspirantes de leurs compatriotes entrepreneurs. Force est de constater qu'à travers cet événement, les membres du gouvernement ont chargé de la question des jeunes ont choisi de se fonder sur le processus de production pour favoriser l'extension du domaine de l'art à d'autres activités intégrantes, une composante créative importante, les industriels créatifs, puis l'ensemble de l'économie où la créativité et l'innovation sont des facteurs déterminants de la création de valeur. Au cours de la cérémonie de clôture de cet événement de grande envergure, les panélistes ont toutes et tous exhorté les jeunes demandeurs d'emploi d'être toujours animés du désir d'entreprendre et la volonté d'aller de l'avant, et cela à toutes les épreuves. L'événement témoigne d'un engagement concret du gouvernement envers la jeunesse djiboutienne et pour l'ensemble du pays pour un avenir prospère. Eh bien, comme je vous le disais, la discussion et les discussions ont mis en avant l'innovation dans la mobilisation des ressources et a souligné l'importance cruciale de la créativité et l'esprit d'entreprise pour développer des entreprises solides et créer des emplois durables. Écoutons-les. Les ICC, c'était les industries culturelles et créatives. Et derrière, nous avons mis en œuvre une structure associative pour le e-sport, pour promouvoir les jeux vidéo. Et nous incitons les gens djiboutiens, les jeunes djiboutiens à venir participer parce que ce secteur-là a pas mal de débouchés, notamment économiques et en termes d'employabilité. Certes, nous avons connu pas mal de défis, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons l'appui de l'État, ce qui est quelque chose de très considérable. Nous remercions les efforts de la ministre Madame Hibo, qui nous a accompagnés tout au long de ce processus. La technologie, l'innovation, c'est quelque chose de très en vogue, qui est dans l'air du temps. Et on espère que Djibouti sera dans ce train de la réussite. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui. L'auditorium de la Bibliothèque et des Archives nationales a abrité hier la cérémonie de remise des certificats de fin de stage de formation linguistique par Oxford au bénéfice d'une centaine de jeunes diplômés. L'événement a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo, le conseiller principal, M. Idriss Moussa Ahmed, le directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Doualé, le directeur d'Oxford, M. Roble Ali Mohamed, l'expert formateur linguistique, M. Stephen Reeve, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture, plusieurs invités ainsi que des centaines de jeunes stagiaires au terme de leur formation qui a duré 6 mois. Dans un mot d'accueil à la Bibliothèque nationale archive, le directeur de la NPC a présenté le motif de cette cérémonie, précisant au passage la portée d'initiatives entreprises par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère du Travail, formalisation de la protection sociale, dans l'optique de l'employabilité des jeunes. L'expert formateur, M. Steven, a quant à lui mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation linguistique par Oxford dans un monde où constante évolution, où les compétences en anglais est une nécessité incontournable à l'accès des résultats probants, l'assiduité, l'application dont fait preuve des centaines de jeunes filles et garçons. Pour sa part, le directeur Oxford, M. Robley, n'a pas caché son enthousiasme que cette formation en anglais ait pu contribuer à favoriser l'intégration socio-professionnelle des jeunes djiboutiens. M. Robley se réjouit des efforts du gouvernement axés sur la promotion de l'employabilité des jeunes. Enfin, il a adressé ses hommages appuyés au président de la République, soucieux, a-t-il indiqué, d'atteler la République de Djibouti depuis ces 10 dernières années à la globalisation galopante dans un monde en perpétuelle mutation. De son côté,
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumin Assoué, a qualifié cette cérémonie d'une bonne illustration du pluralisme d'un pays déjà riche en diversité culturelle et linguistique. La ministre a d'emblée remercié le directeur d'Oxford pour son engagement et l'expert formateur qui a prodigué tous ces enseignements aux jeunes djiboutiens. Écoutons-la. De féliciter ensemble les lauréats de la première cohorte composée de 100 jeunes qui ont bénéficié d'une formation de 6 mois en anglais professionnel, formation menée par l'Institut international Oxford Training and Consultancy de Djibouti. 91% de réussite aux examens avec 22 jeunes qui ont déjà trouvé un emploi confirme bien la pertinence de ces programmes faisant partie des compétences préconisées pour augmenter l'employabilité de nos jeunes diplômés. Ce programme répond en effet à la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui invite régulièrement les jeunes à apprendre l'anglais comme langue du désenclavement et de l'intégration régionale et pour répondre aux exigences du marché du travail dans les secteurs clés comme la logistique, le transport, le tourisme, entre autres. Ces projets répondent aux besoins de renforcement des compétences en anglais de nos jeunes diplômés afin de les rendre plus compétitives aussi dans les secteurs privés du pays et de la région. Mes très chers jeunes diplômés, votre présence ici aujourd'hui est la preuve tangible de votre détermination, de votre engagement et de votre volonté d'apprendre et de vous adapter aux exigences linguistiques du marché du travail. Vous avez saisi cette opportunité de formation avec enthousiasme et vous avez travaillé dur pour développer vos compétences, pour perfectionner vos compétences en anglais, une langue qui est devenue essentielle dans les mondes professionnels et qui vous ouvrira plus d'opportunités d'emploi. Car c'est à vous de vous adapter au marché du travail et pas le contraire. C'est très important de le dire. En effet, du point de vue professionnel, maîtriser l'anglais autorise une évolution de carrière incontournable. Mieux encore, être bilingue, voire polyglotte, offre plus de valeur à vos CV. Monsieur le directeur général de l'Institut international d'Oxford à Djibouti, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre engagement envers la jeunesse djiboutienne. Votre institut a joué un rôle clé dans l'amélioration des compétences linguistiques et professionnelles de ce jeune diplômé, contribuant ainsi à renforcer leur employabilité et les permettant de mieux s'épanouir dans leur carrière future. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Écoutons-les. Les étudiants qui ont profité de ce programme qui nous a été offert. Il y a plus de 6 mois, j'ai vu cette annonce sur Facebook. J'ai vite sauté sur ce programme parce que c'était quelque chose à combler pour moi. Depuis le premier jour, nous avons fait un progrès immense, non seulement en anglais, mais en développement personnel aussi. Et aujourd'hui, je crois que je me suis amélioré dans pas mal d'aspects. Et aujourd'hui, je trouve que je suis prêt pour le monde de l'emploi. Et nous savons tous que l'anglais est une langue très appréciée dans le domaine professionnel. Littérature cette fois-ci, où le Palais du Peuple a accueilli une cérémonie de dédicace de Mme Mariam Abdelkader Moussa, une dramaturge au palmarès exceptionnel dans le monde du spectacle avec sa troupe Escoffilan, présentée cette fois à un tout autre registre avec son premier recueil de poèmes intitulé Bouquet des femmes, qui dresse le portrait de la femme dans toutes ses phases et aspects relatifs à sa personnalité où toute femme peut y retrouver comme la douce fleur, l'envieuse, le divorce, femme d'hiver, la citadine, la divorcée. Source d'inspiration, Mme Hanaoui crée son univers à travers l'écriture et la créativité qu'elle maîtrise avec ferveur, passion et talent. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire générale du secrétariat à la jeunesse sport, Mme Khadija Ibrahim, ont assisté à cette journée, mais aussi les membres parlementaires et enfin de nombreuses personnalités ont pris part à cette journée. Aujourd'hui, elle s'épanouit à travers sa passion pour les premiers domaines artistiques et livre son premier recueil de poésie, Bouquet des femmes, un beau recueil de poésie, simple et parfois candide. Écoutons. Des câlins, des mots doux, des romances, des caresses et de tendresse pour se sentir désirable et désirée, m'évader et rêver, amoureuse et heureuse.
par l'émotion de la passion. En toi, ma vie est un enfer. Pourquoi m'as-tu laissé seul? Reviens vite, je t'en prie. Si tu savais combien je maudis cette longue distance qui nous sépare, ces études qui t'ont éloigné de moi, ta silhouette me manque. Tu as laissé un grand vide en moi. Tania, ma douce colombe, reviens vite, je t'en prie. Les souvenirs de nos chaudes nuits, s'enlacer sans dire un seul mot, les petites disputes et nos gros câlins hantent souvent mon esprit. Les jours passent, j'erre seul comme un fou, morose vie sans saveur. Tout est sombre, triste autour de moi. J'ai tant besoin de toi, mon amour ne cesse de grandir. Sans ta présence, ma vie n'est qu'un enfer. Tania, ma colombe. Écoutons à présent Mme Maria Abdelkader Moussa, c'est dramaturge expert. Des femmes rend hommage aux femmes et raconte l'histoire de la vie de la femme dans toutes ses phases. Il retrace leur beauté, leur intelligence, leurs rêves, leur amour et leurs drames, où toute femme peut se retrouver. Et dans ce recueil, chaque homme découvrira sous un angle inédit l'aspect relatif de la personnalité féminine qu'ils avaient encore du mal à cerner et à déterminer. Mais une chose est sûre, malgré ces aspects particuliers, ces atouts, ces méchancetés, elles ont cette capacité d'embellir ou de nuire à leur entourage. Bien sûr, je parle de la femme. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé de loin ou de près pour la réalisation de cette journée dédiée pour dédicacer mon recueil de poèmes. Je remercie le Palais du Peuple, le responsable du Palais du Peuple. Je remercie son Excellence Hassan Mohamed Kamil, toujours à mes côtés. Je remercie les femmes parlementaires et je remercie les amis, la famille et la troupe Iskoufilan, bien sûr. Merci. Santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a procédé au lancement de la formation des prestataires des soins sur les protocoles des prises en charge du diabète et de l'hypertension artérielle, organisé par la direction des programmes de santé prioritaires à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles avec l'appui technique de l'OMS. Cette formation de 5 jours est planifiée dans la perspective d'une réponse adéquate du système de santé djiboutien pour une meilleure prise en charge des patients atteints ou à risque liés à l'hypertension artérielle et à la diabète. Ainsi, plus d'une trentaine de prestataires composés des médecins, des infirmiers et des responsables de programmes seront formés par les experts nationaux et ceux de l'OMS. Il s'agit à ce stade d'un projet pilote qui sera conduit auprès de 3 établissements de soins de santé et qui vise à renforcer la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans les soins de santé primaires en fournissant des conseils sur la prévention et le contrôle des maladies cardiovasculaires, grâce à une identification et une gestion intégrée des facteurs de risque de l'hypertension et le diabète. Eh bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a mis l'accent sur l'importance d'harmoniser la prise en charge des patients afin de mieux prévenir le diabète et l'hypertension artérielle par le biais de l'approche Hertz, mode de vie sain, protocole de soins, accès aux médicaments, gestion des risques cardiovasculaires, travail en équipe des soins et suivi, surveillance qui offre un ensemble d'interventions standardisées. Écoutons-le. Non transmissible n'était pas les priorités du ministère de la Santé. Pendant de longues années, on s'est concentré sur les maladies transmissibles parce que c'était une priorité. Par exemple, la tuberculose, c'était une priorité nationale parce qu'on avait aussi les pays frontaliers qui avaient les mêmes problèmes. Le ministère de la Santé, non seulement au niveau central, mais même dans les régions de l'intérieur, avait mis en place des postes avancés, des centres de prise en charge antituberculeux. C'était une priorité. Aujourd'hui, d'autres priorités se font apparaître. Les maladies non transmissibles font des dégâts, font des ravages, que ce soit l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le diabète et encore le cancer fait des dégâts. On sait que dans chaque famille, on a quand même des personnes qui sont touchées par ces maladies et la prise en charge est très lourde aussi, que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les familles. Quand on a un malade
cancéreux qui est diagnostiqué et on dit à la famille, écoutez, on ne peut rien faire, vous l'amenez chez vous et on le voit tranquillement partir, ça fait vraiment mal, ça touche tout le monde. Ça touche les personnes, ça touche les individus, mais ça touche aussi l'économie du pays. Ça se répercute sur le développement du pays. Donc on est conscient de tout ça. Là, vous êtes dans un atelier qui a commencé dimanche avec les médecins, les praticiens. Les infirmiers vous ont rejoint aujourd'hui. Monsieur Cham l'a dit, les infirmiers et les médecins sont complémentaires. On ne peut pas travailler, les médecins ne peuvent pas travailler seuls, les infirmiers ne peuvent pas travailler seuls. Ils doivent travailler en symbiose, ils se renforcent, ils travaillent ensemble pour soulager la souffrance de nos patients. On reste toujours dans le domaine de la santé, où la clôture du forum Jeep Expo Pharma s'est tenue hier après-midi, organisée avec éclat par la Caisse nationale de sécurité sociale, dans son acronyme la CNSS, en partenariat avec l'Arica Resource Centre et Sanofi. Ce forum qui a duré 2 jours, de renommée à rassembler un éminent panel d'experts, tant locaux qu'internationaux, dans le secteur vital de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. La clôture du forum Jeep Expo Pharma a été rehaussée par la présence des personnalités de haut rang, de Mme Der Ahmed Roble, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, de Dr Hassan Abdurrahman, directeur de la centrale d'achat et des médicaments et des matériels essentiels. Ce forum, centré autour d'une séance plénière, a servi de laboratoire d'idées pour discuter des enjeux et des perspectives liées à la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, dont l'explorant les solutions novatrices. Ainsi, les débats ont été consacrés à des sessions de formation animées par des experts de renommée mondiale, ainsi que des experts nationaux. Des sujets essentiels tels que l'évaluation du modèle de maturité, de planification et de la distribution au dernier kilomètre. 2 jours de formation, il y a 100 personnes qui ont profité de cette formation. C'est des formations qui portaient sur le sujet de la chaîne d'approvisionnement. Donc nous avons traité plusieurs thématiques. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme parmi les participants. Et c'est un événement qui s'est déroulé dans une bonne ambiance. Et c'est bien que Djibouti puisse être au cœur aujourd'hui d'un sujet qui est important dans le monde, à savoir les médicaments. Et Dieu merci, les intervenants et nous avons reçu des consultants de très haute qualité. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi dans le cadre de la Semaine nationale de la cybersécurité. L'Agence nationale de la sécurité informatique et de la cybersécurité, l'ANCI, a orchestré un atelier de sensibilisation visant à éclairer les parents et les élèves des écoles primaires et des écoles sur le risque potentiel que représente l'utilisation d'Internet pour les enfants et les adolescents. Cette initiative a été menée en collaboration avec des représentants des ministères, d'institutions sectorielles. L'objectif de ces séances de sensibilisation était doublé. Tout d'abord, elle visait à fournir une information claire et rassurante sur les enjeux qui gravitent autour de l'univers en ligne, tout en soulignant les mesures et outils concrets permettant de transformer les cyberespaces en un endroit sûr pour les jeunes. Il est essentiel que les enfants puissent profiter des avantages d'Internet tout en étant conscients des défis et des risques qu'ils peuvent rencontrer en ligne. Les intervenants ont mis l'accent sur les dangers potentiels du monde numérique, en particulier Internet et des dérives possibles liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Si Internet offre une pléthore de possibilités, qu'il s'agisse de communication, d'accès à l'information et d'apprentissage ou de divertissement, il ne faut pas sous-estimer les menaces auxquelles les jeunes sont exposés. L'un des aspects les plus inquiétants est que le cyberespace peut servir de point d'accès facile pour les individus mal intentionnés souhaitant entrer en contact avec des enfants. Auxquels ont participé les enseignants d'informatique, des parents d'élèves, des étudiants, des chefs d'établissement pour pouvoir mener une réflexion sur les dangers que nos enfants rencontrent en ligne et pour pouvoir après proposer des solutions pour lutter contre les méfaits du cyberespace. L'atelier s'est déroulé comme nous le voulions. Et enfin, dans l'actualité nationale, une cérémonie de clôture d'une formation intitulée Bot Criminal Qualification Training Course, organisée en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,
s'est tenue samedi dernier à la direction générale de la garde-côte. Outre le colonel Omar Boukhoui, commandant de la garde-côte djiboutienne, la cérémonie a réuni le colonel Ahmed Jam Adaher, commandant de la marine nationale, le capitaine de frégate Frédéric Mir, commandant de la base navale, de Mme Hodan Souleymane Hussein, officier de liaison de l'UNUC, ainsi que les officiers de la garde-côte djiboutienne. La formation a duré 4 semaines et a combiné des sessions théoriques et pratiques. Les participants ont appris et pratiqué divers aspects de la navigation, de la sécurité et du sauvetage et ont été évalués pour leurs compétences. La formation s'est terminée par une cérémonie de remise des certificats en présence des personnalités officielles. Les participants ont reçu un certificat de qualification des membres d'équipage qui attestent de leur capacité à assurer les fonctions essentielles à bord d'un bateau. La garde-côte djiboutienne se félicite du succès de ce cours et remercie tous les partenaires qui ont contribué de près et de loin à sa réalisation. Direction le nord du pays, où après les fortes pluies dans la région de Tadjoura, l'impact des pluies diluviennes de la nuit du 25 octobre dernier à Tadjoura ont provoqué des inondations. Eh bien, suite à ces événements, l'agence djiboutienne des routes de Tadjoura, en coordination étroite avec la préfecture, a mené une opération de grande envergure pour dégager les bouts des voies et niveler les grandes artères de la ville. Grâce à leur effort remarquable, les digues de protection des habitants ont été renforcés, apportant ainsi une grande sécurité aux habitants de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, et à la fin, c'est toujours Lionel Messi qui gagne. L'Argentin a remporté lundi le Ballon d'Or 2023 lors d'une cérémonie au théâtre du Chaptel à Paris. Il a dévancé sur le podium le Norvégien Erling Haaland, le Français Kylian Mbappé. Le footballeur de 36 ans doit se sacrer le 8e de sa carrière à la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde au Qatar l'année dernière. Eh bien, rappelons-le, après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019, Messi ajoute une ligne de plus à son palmarès alors qu'il semble avoir amorcé la phase descendante de sa carrière. Il a dédié son trophée à la légende argentine Diego Alves Maradona qui aura fêté son 103e tour anniversaire hier. L'issue de la finale et donc ce ballon d'or aura pu être différent sans Emiliano Martinez, auteur d'un arrêt décisif face au Français Randal Colomwani, élu meilleur gardien de la saison lundi. Auteur d'une célébration clownesque après le titre mondial, il a été hué par une partie du théâtre. Le ballon d'or féminin 2023 a été attribué à l'Espagnole Aitana Bonamati, 25 ans, récompensant ses victoires en Coupe du Monde féminine avec l'Espagne et en Ligue des Champions avec le FC Barcelone féminin. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.